T'as vu l'épisode sur la 5G, là, il intéresse pas trop les gens. Oui, bah l'écologie, ils s'en foutent en fait. Ouais, on avait prévu de faire toute l'année là-dessus, puis voilà. Tant pis, pas d'épisode sur les pistes cyclables. Pas d'épisode sur Hugo Clément. Voilà, ils étaient déjà écrits, hein, bah tant pis, poubelle jaune. Voilà, même poubelle bleue si tu veux. Voilà. C'est ça. Tant pis, nous on va rester sur les fondamentaux, la lutte des classes, les bourgeois, le social. Alors figurez-vous qu'en venant dans le taxi, j'ai appris comme quoi il y aurait une explosion de la pauvreté à cause du Covid. Mais t'es venu en métro. Oui, mais je dois dire aux gens que je viens en taxi, ça fait plus comme les vrais journalistes. Tu sais, ils font un Neuilly, Boulogne-Billancourt, ils restent en contact avec les Français grâce au taxi. C'est le paradoxe de Bourdin. Le quoi? Bah en fait, Bourdin, il parle à son chauffeur de taxi le matin, ensuite il répète ce que lui a dit le chauffeur à l'antenne, sauf que, qui c'est qui écoute RMC pendant ce temps-là? Le chauffeur de taxi, qui lui-même va répéter ce qu'a dit Bourdin, mais il va le répéter à qui? Bah le lendemain, à Bourdin. Mais elles viennent d'où les idées à la base? Eh ben c'est ça le paradoxe de Bourdin. On sait pas. Donc voilà, les grands médias ont fini par parler de l'explosion de la pauvreté. Il y a eu une du Monde, une matinale d'Inter, mais on y reviendra. Et ce, malgré le séparatisme, malgré l'été orange mécanique, malgré la fille de Kate Moss qui a fait ses premiers pas en tant que mannequin là, à la Fashion Week. Ouais, et puis ça, malgré un agriculteur aussi en Lozère qui a tiré en l'air parce que des promeneurs ont glané des châtaignes sur sa propriété. Voilà, pourtant l'actu elle était chaude quoi. Bon alors pourquoi il y a plus de pauvres là? Eh ben parce que les entreprises elles vont pas bien. Pour tout comprendre, moi j'ai écouté Nicolas Dose sur BFM TV. L'INSEE nous dit 3 choses. La première, c'est qu'au 4e trimestre, la croissance ce sera 0. Voilà. Une croissance nulle. Nul? Vraiment nul. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. L'INSEE nous dit également qu'il y a plusieurs secteurs qui sont très en dessous de leur niveau d'activité habituel. Toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, comme on dit. Hein? Aéronautique, aérien, café, restaurant, hôtel, événementiel, culture. Et puis que là, les restrictions sanitaires, les nouvelles qui viennent d'être mises en place, ça va à nouveau freiner la consommation. Tout ça, c'est pas bon pour la reprise, bien sûr. Attends, parce que là, on parle de reprise de croissance, on parle de PIB, on parle de BTP, de CCI, de NCIS, mais on pourrait peut-être parler des vrais gens, parce qu'il y a des vies derrière les chiffres. Il est vide derrière les chiffres. Ok, Damien 16, 64. Dis-toi qu'ils ont fini par se le dire même sur France Inter. Ils ont invité Véronique Fayet du Secours catholique et Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Ah bah bravo la laïcité. Que fait Marlène Schiappa? Ils ont parlé des vrais gens et pas des chiffres. Même Salamé et Demorand, ils ont été obligés de s'intéresser aux pauvres pendant 23 minutes et 12 secondes. Ouf, il s'en est sorti Demorand? Pas très bien, il a dérapé au bout de 32 secondes. De nouveaux pauvres, disait Le Monde, ont rejoint les 9 millions de Français vivant déjà sous le seuil de pauvreté. Attends, il a failli dire le seuil de propreté là? Bah ouais, c'est Demorand, tu lui dis pauvre, il pense crado. Putain, alors que c'est pas les pauvres qui sont sales, c'est ceux qui votent à droite. Les électeurs de François Fillon qui sont vraiment assez peu nombreux à changer de slip tous les jours. C'est dégueulasse. Abruti, vous pouvez donc rien faire de propre. Hey. On sait souvent qu'il y a un peu une sorte de mépris de classe en se disant les mauvaises pratiques en matière d'hygiène, c'est dans les catégories populaires. En réalité, c'est faux parce que souvent, justement, les métiers manuels impliquent une plus forte transpiration et c'est plutôt dans ces milieux-là où on fait beaucoup plus attention à se laver quotidiennement. Bon, ils sont peut-être propres, eux, mais ils ont pas de thunes. Ouais, on parle d'1 million de personnes qui sont devenues pauvres ces derniers mois. Des gens qui avaient un travail pourtant. Ils travaillaient dans la restauration ou l'hôtellerie, en tant que femmes de ménage en intérim ou au noir. Ils sont avec ou sans papier. Ces invisibles de la République étaient déjà sur le fil. La crise du Covid-19 les a fait basculer. Il y a un truc avec la précarité dans l'emploi, c'est que quand tout va bien, on peut encore tenir. Ouais, j'en ai vu moi à l'usine qui disait moi je veux pas de CDI, je préfère l'intérim parce que ça paye plus, puis tu changes de boîte, c'est mieux quoi. Ouais mais sauf que quand tout se casse la gueule, ils sont en première ligne et puis ils peuvent finir par avoir assez vite recours aux assos qui proposent de l'aide alimentaire. C'est la première fois, vous monsieur, que vous faites appel au Secours populaire? Ouais, c'est parce que là je suis au chômage depuis peu, du coup avec des enfants en bas âge, j'ai pas trop le choix quoi. Ok, donc là on a bien plombé l'ambiance. C'est ça. La précarité qui s'est répandue ces dernières années, elle a créé une catégorie de travailleurs qui sont pas forcément pauvres, mais qui peuvent le devenir très facilement. C'est vrai qu'on a vu arriver dans les années 80 les lois qui favorisent l'intérim d'abord, puis les contrats courts. Il y a eu une logique permanente de précarisation jusque dans la fonction publique avec le recours aux contractuels, récemment avec les CDD de chantier, la facilitation des ruptures conventionnelles, le plafonnement des indemnités prud'homales. Donc sous Hollande, il y a eu la première loi travail, ensuite avec Macron la seconde. Bref, quand le marché de l'emploi se porte bien, on nous parle de flexibilité, on dit que c'est une bonne chose, mais quand tout se casse la gueule, ces salariés précaires sont les premiers à morfler et c'est à peine s'il leur reste un filet de sécurité. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que notre filet de protection sociale, on parle souvent de ce mot de filet, on en est assez fiers parce qu'il est quand même performant en France, mais il a beaucoup de trous. On supprime l'ISF, on met en place le prélèvement forfaitaire unique, on supprime la taxe d'habitation pour beaucoup, y compris pour les plus riches, et à côté, on n'augmente pas le RSA, on baisse les aides personnelles au logement, on baisse les aides pour la production
logements sociaux. Donc ce sont des profondes inégalités qui sont en train de se creuser dans notre pays. Vous vous souvenez l'année dernière quand l'autre truffe de Pénicaud est venue nous expliquer que c'était normal de s'en prendre à l'assurance chômage parce que c'était quasiment le plein emploi, donc on pouvait baisser les cotisations, les prestations... C'est ça, et puis au final on s'est rendu compte qu'on a fragilisé notre système social, un système social qui était précisément conçu pour pouvoir encaisser ce genre de choc collectivement. Collectivement. Alors c'est quoi ce choc? Parce qu'une fois le confinement passé, on aurait pu espérer un retour à la normale, sauf que non, parce qu'on est rentré dans la spirale de la récession. Si l'activité diminue, il y a de plus en plus de personnes au chômage. Or, dans ces conditions, on a tendance à moins dépenser. On va mettre de l'argent de côté au cas où. Les entreprises aussi reportent leurs investissements, faute de clients. Résultat, l'activité économique diminue encore plus, et ainsi de suite. On parle de spirale récessionniste. Bon, même si ça a pas l'air d'être le sujet numéro 1 du gouvernement, dites-vous quand même que ça les inquiète. Ça inquiète aussi François Langlais et ça inquiète même les vrais économistes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des économistes en ce moment, François? Pas mal d'inquiétudes, non pas tant sur l'activité elle-même que sur les conséquences sociales et politiques de la crise. La France est inflammable. Macron, démission! Macron, démission! Les parlementaires LREM se posent la même question, ils se disent, puisque les gens sont un peu plus pauvres, ils risquent d'être aussi un peu plus fâchés contre Macron. Je veux dire genre plus fâchés que maintenant? Plus fâchés que pendant les gilets jaunes? C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et du coup, il va falloir trouver une solution. Le groupe La République En Marche est aussi en train d'imaginer une espèce de prime de Noël ou alors un chèque de déconfinement pour un public ciblé. Un chèque de déconfinement. Ouais, puis une carte cadeau à la Fnac, une promo sur les yaourts nature, une Smartbox week-end insolite en Haute-Marne. Voilà. Le genre de truc que t'as quand tu gagnes l'épreuve de confort. Bon, après, tu retournes sur ton île de merde. Le problème de ce genre de dispositif, c'est que ça t'aide un peu sur le moment, mais c'est là-haut qui décide quand est-ce qu'il te la donne, quand est-ce qu'il te la retire, comment tu peux l'avoir. Attention, nouvelles règles. Écoutez-moi bien parce que c'est un jeu totalement inédit. D'abord, vous allez devoir aller à 100 mètres du rivage en vous servant des perches en équilibre 5 secondes. À ce moment-là, vous allez devoir désigner un aventurier. Il partira sur un parcours d'obstacles. La première équipe qui y parvient gagne. Une espèce de prime de Noël ou alors un chèque de déconfinement. Ah bon, on n'est pas exactement sur des réformes structurelles, alors même que ce sont des réformes structurelles qu'ont foutu ces gens dans la merde. Mais ils veulent pas faire les réformes structurelles parce qu'ils sont coincés dans leur idéologie capitaliste de merde. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le gars de la Fondation Abbé Pierre. Il y a de l'idéologie aussi, je suis désolé de le dire. Donc on dit on va pouvoir augmenter le minimum vieillesse parce que les personnes ne peuvent pas travailler, on va augmenter un petit peu l'aide aux adultes handicapés parce qu'on ne peut pas travailler dans les conditions identiques à tout le monde, mais par contre, en ce qui concerne ceux qui ont les minima sociaux, il faudrait qu'ils se bougent un petit peu, et au final, si l'emploi repart, tout pourra repartir. L'idéologie, là, c'est que on est dans les entreprises que ça va repartir. Il faut pas aider les gens directement parce que sinon t'en fais des assistés et faut leur apprendre à se bouger un peu. Mais regarde par exemple les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. S'ils trouvent pas d'emploi, c'est qu'il n'y a pas d'emploi, c'est pas parce qu'ils se bougent pas. À vous de jouer, mais faudrait-vous bouger? C'est l'urgence en fait, c'est les 18-25 ans qui n'ont rien en fait. Absolument, et c'est vrai qu'on avait une petite ouverture au printemps, on pensait qu'on aurait peut-être la possibilité de déboucher sur un revenu minimum pour les jeunes, avec un accompagnement évidemment renforcé pour les aider à se mettre dans une démarche professionnelle. Et ça s'est Là, pas fait donc. On nous a claqué la porte au nez, terminé, on n'en parle plus et je pense qu'on est loin d'en parler. Et on nous répond, plan de relance, prime aux entreprises pour l'embauche des jeunes. Mesure phare, une aide de 4 000 € pour les entreprises qui recrutent un jeune en CDI ou en CDD. Nous devons à tout prix favoriser l'embauche des jeunes en réduisant, en donnant des primes aux embauches pour cette population, pour les moins de 25 ans. Très bien, mais d'abord, est-ce que les entreprises vont vraiment embaucher des jeunes? C'est pas encore gagné. Et puis elles vont embaucher ceux qui sont formés, qualifiés, et donc pas les jeunes très pauvres. Donc ça ne répond pas aux besoins. Attends, la dame elle dit qu'il y a des jeunes qui sont plus fragiles que d'autres? Ouais, en ce moment il y a un jeune sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté là en France maintenant. Un jeune sur 4, vous en connaissez sans doute. Alors que des fois c'est des jeunes qui avaient un emploi. Avec son petit boulot dans un fast-food, c'était déjà difficile de joindre les deux bouts. Encore plus depuis le confinement, une période pendant laquelle son travail l'a mise au chômage partiel. J'ai vu mon salaire réduit à 80%, c'est quelque chose déjà, je gagne 560 € par mois et ça s'est réduit à 400. Mon loyer c'est 380. Et Valentina s'estime déjà chanceuse d'avoir pu retrouver son emploi, car de nombreux étudiants sont touchés par la crise économique. Ok, mais qu'est-ce qui fait que elle bascule et pas les 3 autres jeunes sur 4? Dans notre beau pays de l'égalité des chances, figure-toi que c'est la naissance. C'est ça qui va faire que tu vas galérer ou pas, particulièrement quand t'es jeune. Ça dépend de la famille dans laquelle t'es né. Mais c'est dégueulasse.
Ah bah ça. On entend pas mal parler du fait que les Français ont beaucoup épargné durant le confinement. On parle de 100 milliards d'euros qui dorment. Et il y a même cet économiste un peu rougeau qui nous dit que du coup il faut pas donner de l'argent aux Français, ils en ont déjà plein. C'est-à-dire que les gens thésaurisent, accumulent, les gens ils n'ont pas besoin qu'on rajoute encore sur leurs comptes courants qui sont déjà quasiment inertes, de nouveau de l'argent. Attends, ça veut dire que les travailleurs et les travailleuses qui font la queue devant l'aide alimentaire, là, ils ont 100 milliards de côté? Ah bah non, pas eux. Bah non, sinon ils feraient pas la queue. Les riches ils font pas la queue, c'est à ça qu'on les reconnaît. Je fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Donc c'est Booba qui a tout l'argent? Non, mais concentre-toi 2 minutes. Ah, c'est les fameux bourgeois dont tu parles tout le temps. Voilà. Étonnamment, les bourgeois, ils ont plein d'argent. C'est eux qui ont l'argent. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y en a qui ont épargné tranquillou, pendant que d'autres ont sombré dans la pauvreté, la galère. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est le capitalisme. Moi j'allais parler d'inégalité, mais oui c'est vrai que ça va avec, c'est ensemble. Ouais. Et je vais vous filer un deuxième scoop. Ceux qui ont un peu épargné pendant le confinement parce qu'ils n'ont pas pu aller au resto, ceux-là ils ont aucun intérêt à ce que le système change de logique. Je vous remets un peu l'autre là, le rougeau là, écoutez l'indécence. Les gens ils n'ont pas besoin qu'on rajoute encore sur leurs comptes courants qui sont déjà quasiment inertes, de nouveau de l'argent. Eh bien, si ça vous fait sursauter, vu le contexte, c'est bien, c'est un cas pratique de lutte de classe là. Il y a lutte de classe parce que dans cette société, il n'y a pas les gens. Il y a des exploités qui travaillent, qu'on jette quand c'est la crise, qu'on laisse vivre dans la précarité avec la peur de l'huissier. Et de l'autre côté, il y a les exploiteurs, ceux qui veulent vous faire bosser, qui vivent de votre travail et qui vous envoient les huissiers. Et figurez-vous qu'on a beaucoup de désaccords théoriques avec ces gens-là. Je pense qu'on va te dire que c'est un peu simpliste. Mais c'est pas simpliste, écoute, c'est très concret, justement. Là, on pourrait changer les choses, il y a une fenêtre historique, il y a une opportunité, il faut que les travailleurs et les travailleuses reprennent la main sur l'économie, mais on peut pas parce qu'eux, ils veulent pas parce que pour eux, ça va bien, les autres, là, ça va pour eux, ça va pour leurs enfants, mais ils pensent qu'à leur gueule, en fait, ils pensent pas à la société. C'est ça, le séparatisme. Et ils se permettent de nous sortir des trucs, mais d'une violence. C'est une société violente, ça. On va mettre le discours de l'abbé Pierre, là, sur la violence, sur les riches, là. C'est définitivement fini pour la laïcité, je crois. Tant pis, ce sera l'épisode Cato de gauche. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Si les sujets autour de la pauvreté vous intéressent, je ne saurais que trop vous conseiller ce bouquin qui revient un petit peu sur la manière dont les pauvres, les gens en situation de pauvreté gèrent leur argent. Souvent ils le gèrent beaucoup mieux que les riches d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le bouquin s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?» 21 € le livre, j'ai une idée d'où il va l'argent des pauvres. Dans la poche de Denis Colombi. Lui au moins Denis Colombi, lui il m'a fait une dédicace, c'est pas comme l'autre social traître. On t'oublie pas, Jospin.